Donc je souhaiterais proposer ici la suite de la première vidéo sur Simone Veil. Donc je rappelle que la première vidéo se terminait sur cette expérience du travail chez Simone Veil comme une expérience de la pesanteur, puisque le travail manifeste sa crise au travers d'une crise du langage, ce que nous avons dit, qui révèle son impuissance à dire la souffrance, l'absence d'écoute des uns et des autres, y compris entre les ouvriers. Donc cette impression que l'usine est un lieu où on ne se comprend pas, un lieu d'injustice, hein, où l'ouvrier manque d'instruction face à la machine pour comprendre tout ce qui se passe, et où la rhétorique en fait, des patrons sonne creux. Ce que l'on voudrait montrer ici dans cette deuxième vidéo, c'est que toutefois le travail n'est pas exploré par Simone Veil que seulement comme un effort causant de la souffrance. Elle est sincèrement attirée par la compréhension des machines, donc elle souhaite faire de la technologie avant l'heure, heureuse de toucher par ce moyen-là à ce qu'elle appelle la vraie vie, les vrais gens, d'accéder à la réalité de la vie au lieu de rester stérilement et abstraitement dans des concepts froids et abstraits. Le travail rend concret les concepts et permet d'évaluer la pertinence des utopies politiques et sociales. C'est une mise à l'épreuve des théories et des hypothèses qui sont ainsi passées littéralement au crible. Le travail va aussi être, en usine, va aussi être un moment de vérité, hein, des hypothèses qu'elle a élaborées dans les syndicats, les partis ou en philosophie. Le travail pour Simone Veil est donc une expérience aussi de la grâce. C'est ce que nous allons essayer de montrer par contrepoint avec les points précédents dans la vidéo antérieure. Donc le terme de grâce d'ailleurs n'est pas pour rien tiré du vocabulaire religieux, puisqu'il y a chez Simone Veil une mystique, une métaphysique, qui a des accents religieux, christiques. Donc le quatrième point dans ce regroupement de 3 points, le travail comme expérience de la grâce, va consister à souligner que le travail est pour Simone Veil l'occasion d'une joie, celle d'attraper le tour de main, d'acquérir des compétences techniques sur la machine. Le travail nous fait toucher à la réalité de la vraie vie. C'est une affaire de réalité, de matérialité des choses. On quitte le domaine des froides abstractions pour s'aventurer à la rencontre du réel, et c'est une aventure. Cela nous heurte, certes, cela nous fait mal, mais c'est le prix à payer pour connaître vraiment la vie. Comme le dit Nietzsche, hein, la souffrance seule approfondit la compréhension du tragique de l'existence. Rester en surface dans le plaisir facile des patrons en fait, qui donnent des ordres n'est pas encore connaître avec profondeur ce qu'il en est de la vie. La philosophie de Veil inclut donc une philosophie du malheur, nourrie d'une histoire des larmes, certes, mais l'effort se trouve récompensé dans le fait que l'on a plaisir à attraper le tour de main après beaucoup d'essais et d'erreurs, après avoir séché ses larmes. On a un sentiment de réussite face à la difficulté du problème technique qui nous est posé. Le corps prend le pli, il prend la cadence, des dispositions acquises, exis en grec, se développent. Le travail devient alors une aptitude, une seconde nature. On travaille soudain sans se rendre compte de la difficulté des chaînes opératoires enchaînées à toute vitesse, machinalement. On est heureux un instant de gagner un record de vitesse contre soi-même, heureux de gagner son pain à la sueur de son front, heureux en tout cas de gagner sa vie. Le mérite est là, il est ressenti, on se fond dans la masse anonyme des travailleurs, certes, mais soudain on n'est plus perdu dans la foule, comme le dit Simone Veil, on sent qu'on collabore au grand tout qu'est l'usine et on est fier d'être une parcelle de ce grand tout. L'usine a quelque chose de mystérieux et de magique, le bruit est assourdissant certes, mais c'est le bruit des machines que l'on maîtrise. Il n'y a plus rien de naturel, tout est gagné sur la nature, tout est maîtrisé par l'homme, quasi démiurgique. On sent que l'homme est comme un second Prométhée. Dans le mythe raconté par Platon, ce dernier avait volé aux dieux le feu pour que l'homme entre dans l'ère de la technique. L'homme dépasse en effet la nature, il entre dans l'histoire par la technique, qui est à lire comme un progrès. Il vit dans un monde artificiel qu'il a lui-même de bout en bout construit. Il y a donc une fascination face aux machines, une fascination face à la technique que partage aussi Simone Veil. Soit parce qu'elles semblent d'abord mystérieuses, ces machines, soit parce que leur ingénieux mécanisme nous est enfin découvert. Simone Veil est donc souvent désappointée face aux machines, on l'a dit, et elle n'est pas habile comme les ouvrières autour d'elle, mais elle aime partager cette expérience, y compris dans son incompétence même. Il y a un plaisir enfantin à apprendre de nouveaux gestes, à découvrir un milieu que rien dans notre formation, dans nos études, dans notre famille ne nous avait préparé à vivre. Pour Veil, c'est aussi un voyage social
que ce voyage à l'usine, d'une classe à une autre, une exploration qu'elle décrit comme décrirait un monde inconnu, donc un explorateur. L'expérience d'immersion a quelque chose de galvanisant, d'électrisant, de stimulant intellectuellement, on le ressent même si c'est épuisant. C'est une vraie aventure, bien qu'elle se fasse en France même, sans nécessité de sortir du pays. Le dépaysement est total, Veil ne cède jamais au voyeurisme, refusant de visiter des logements ouvriers comme on le lui a proposé par exemple. Elle ne fait jamais preuve de condescendance, elle ne se place pas en surplomb par rapport à son objet d'étude. On voit qu'elle se comporte exactement comme une ouvrière et qu'elle agit exactement comme si elle allait en rester une. C'est cela qui est très touchant, cette authenticité. C'est une expérience courageuse car elle ne se réduit pas souvent, comme en philosophie, à une simple expérience de pensée ou à bâtir une utopie déracinée de tout sol véritable. Alors, cinquième point dans ce travail comme expérience de la grâce, je soulignerai cette mystique du travail comme possible réenracinement aux valeurs de la communauté. Alors, que signifie cette notion de réenracinement ? Donc, il y a cette image de l'arbre en fait, qui s'enracine dans le ciel des valeurs, qui est présent déjà chez Platon. Le travail est révélateur de systèmes de dépendance qui invitent à une forme d'humilité. Mis à l'épreuve, on sent que les mécanismes de la nature nous échappent et que la dure loi de la nécessité s'impose à nous. C'est une première révélation. Même quand on maîtrise certains problèmes techniques, même quand on réussit à mettre la nature à demeure, comme dit Heidegger, à la rendre disponible à nos besoins, sous forme d'un dispositif dont on peut profiter, le travail nous rappelle que nous sommes tout petits. Poussière qui retournera poussière, comme le dit la Bible, condamné au travail comme à une sorte de punition divine et au commandement qui nous incombe de travailler pour subvenir à nos besoins et de faire face inlassablement à la nature, plus forte que nous. Donc nous sommes par le travail confrontés aux réalités matérielles, mais nous sentons aussi que nous ne sommes pas tout, nous sentons que nous ne sommes pas un empire dans un empire. Notre liberté nous apparaît sous un autre jour, donc. Selon Veil, le travail est donc l'épreuve qu'autre chose que nous s'impose à nous, que ce soit la dure nécessité imposée par la nature à un premier niveau, l'obligation sociale imposée par la société à un second niveau, enfin le désir du bien absolu inscrit en nous, qui fait de nous des Christ, des martyrs, à un dernier niveau plus profond. Ces niveaux sont tour à tour découverts par le travailleur qui peine, mais qui relève aussi la tête au cœur de l'effort. Donc vraiment le geste de relever la tête au cœur de l'effort et d'éprouver la grâce, c'est vraiment le geste de Simone Veil. Le travail du négatif, comme l'appelle Hegel, a quelque chose de religieux. Dans le travail, nous nions le monde créé pour y imposer notre marque, pour spiritualiser la matière, l'autre de l'esprit. Nous la nions en tant que matière pour nous affirmer en tant qu'esprit, confrontation à son autre, confrontation à la matière. C'est le mouvement de dépassement de soi par soi, l'Aufhebung dont parle Hegel. Peut-on se reconnaître dans la matière que l'on façonne ? L'usine nous fait sentir que nous sommes serviteurs, seulement serviteurs, sans ce dépassement attendu, nous dit Simone Veil. Or, on sent aussi qu'il devrait en être autrement. On ressent comme un scandale le fait que le désir du bien ne soit pas assouvi. On comprend quels sont les besoins profonds de l'âme en creux. En effet, travailler, cela devrait être se sentir appartenir à une communauté, ressentir ensemble la dureté du destin qui met l'homme aux prises avec la nature. Ce devrait être le moyen de saisir ce que signifie être au monde, être avec autrui, habiter la terre. L'usine peut être le lieu d'un réenracinement spirituel. Veil en est convaincue, elle y croit, notamment quand elle cherche à faire vivre une authentique culture ouvrière pour nourrir les ouvriers des mythes antiques et des symboles spirituels anciens, nourrir leur âme avec la philosophie. Elle a donc fait des cours en usine sur l'Iliade, sur Antigone, pour tendre l'échelle aux ouvriers et réfléchir avec eux à la justesse de l'insurrection et au danger de la violence, puisqu'elle fait de l'Iliade le poème de la violence. Selon elle, qu'il faut dénoncer. Selon elle, il faut saisir quelle est la sensibilité des ouvriers pour leur parler de ce qui peut vraiment les intéresser, du point de vue culturel, afin de les faire accéder à la majorité et à la capacité de débattre, de se faire entendre, de faire valoir leurs droits. Donc il ne s'agit pas de vulgariser en simplifiant et en bêtifiant. Sixième point, donc le dernier point, le travail comme rencontre possible et fugitive de la solidarité, la joie pure de la grève et le sourire dans l'effort commun. Donc souvent, Veil note des anecdotes vécues fugaces pour s'en souvenir. Donc elle dit se souvenir de cet homme-là. Comme si elle prenait un chromo, une photo d'un instant qui aurait pu être insignifiant, pris dans les autres, pris dans le cours ordinaire des choses.
Lorsqu'elle peine à refermer le tablier d'un four, par exemple, manquant de se faire assommer par le balancier, un homme vient à son aide et lui sourit. Ne pas oublier cet homme-là, note-t-elle. Ce sont ces petits instants d'éclair de solidarité que veut immortaliser Simone Weil. Au cœur du malheur, le bonheur pur de sentir l'entraide qui est paradoxalement entrevue. Voilà, paraît clair, cette solidarité qui apparaît. La grâce. Et il ne peut être entrevu que là, dans l'adversité la plus radicale. Donc, sentir ce bonheur suppose la philosophie du malheur qui va avec. Il semble que ce ne soit que dans l'épreuve de déshumanisation, paradoxalement, que l'on puisse saisir purement ce qu'est essentiellement l'humain, un être nourri du désir du bien. Ce sera le cas aussi chez Primo Levi, donc dans l'épreuve de la déshumanisation dans les camps. Donc la solidarité qui fait relever en fait la tête, donc, à travers le travail injustement souffert. Le moment de la grève est celui de la joie pure. Les ouvriers sont enfin chez eux dans l'usine, c'est le cas dans le Front populaire, ils peuvent s'exprimer. Les machines ont cessé leur fracas assourdissant, la cadence effroyable cesse, les patrons sont enfin prêts à dialoguer. Simone Weil note cependant que beaucoup d'ouvriers n'arrivent pas, une fois la grève lancée, à synthétiser les demandes qu'il faudrait faire au patron. Tout se passe comme s'ils manquaient soudain de maturité pour profiter de l'occasion pour synthétiser leurs revendications et améliorer la condition ouvrière. Et donc c'est peut-être là le rôle de la philosophe engagée qu'est Simone Weil, profiter de l'action collective pour ensuite transformer l'essai et verbaliser avec les ouvriers les possibles revendications légitimes, de sorte qu'elles soient entendues réellement des dirigeants et qu'elles ne restent pas lettre morte. Elle suggère donc un panel de réformes possibles pour améliorer la condition ouvrière. Alors je cite parmi ces propositions de réformes, faire visiter une fois par an l'usine aux familles des travailleurs pour qu'elles sachent ce qui s'y passe, mettre une boîte à idées pour se faire entendre, s'exprimer, faire parcourir la chaîne entière de production aux ouvriers en étant rémunérés pour cela, pour qu'ils aient conscience de leur rôle dans le processus productif du bien social auquel ils contribuent, anticiper les plannings et ne pas changer sans cesse les ouvriers de poste sans les prévenir pour qu'ils puissent maîtriser le temps et l'espace, rapprocher les techniciens sur le terrain des ingénieurs pour que tous comprennent au mieux le fonctionnement des machines, développer la technologie, intégrer la technique dans la culture que tous doivent apprendre à l'école, développer pour tous l'esprit d'inventivité, automatiser tout ce que la machine peut faire, c'est-à-dire les séries, et laisser aux hommes la gestion inventive des suites d'opérations à orchestrer, c'est-à-dire la programmation des machines, leur surveillance, l'intelligence du programme. Enfin, développer ce qui va bientôt être nommé le dialogue social et l'autogestion des ouvriers par eux-mêmes. Voilà donc ce que Simone Weil a essayé de faire et à laquelle elle s'est confrontée en fait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.